devons nous calmer. Merde. Poutine voulait que l'Ukraine se rende. Eh bien, l'Ukraine vient de lui donner une réponse. Et ce n'était pas celle qu'il attendait. Moscou est dans l'obscurité. Ce n'est même pas un cas isolé. Cela arrive si souvent que même les Russes se demandent si c'est la nouvelle réalité dans laquelle ils doivent vivre. Et la réponse est oui. C'est exactement la même dévastation que l'Ukraine subit depuis 3 ans et demi. Et maintenant, les Russes goûtent à leur propre médecine. Pour Poutine, cela ne pourrait pas être plus humiliant. Il a entouré Moscou d'un véritable anneau de défense aérienne en couche. Et pourtant, des drones ukrainiens frappent toujours en plein cœur de la ville, et Poutine ne peut rien faire pour les arrêter. Commençons par le début. La nuit du 1er décembre, nous avons vu des vidéos du district Romansk en Russie. C'est un district de la région de Moscou. Les vidéos montraient une obscurité totale. Les autorités n'ont pas pu dire quand le courant reviendrait. Elles n'ont même pas précisé ce qui avait causé la panne. Mais selon certains habitants, il y a eu une explosion, puis tout est devenu sombre. Voici une vidéo d'un habitant qui couvre toute la situation. Regardez. Où est-ce la voiture sans phare? Non, elle ne brûle pas et il n'y en a aucune. Merde. Je ne comprends pas, putain. En enregistrant ceci lundi soir, nous n'avons aucune information sur la présence de drones ukrainiens dans la région. Cela signifie que si c'était du sabotage, c'est vraiment inquiétant pour l'idole, Vladimir. Mais si c'était en réalité des drones ukrainiens, cela pourrait être encore plus inquiétant. C'est parce que Poutine a entouré Moscou d'un réseau de défense aérienne. Il a laissé le reste du pays sans défense, juste pour se protéger lui-même et la capitale. Je le pense vraiment. Regardez l'image à l'écran. Mais cela signifie que si les drones ukrainiens frappent encore des centrales électriques dans la région de Moscou, cela veut dire que Poutine va devenir extrêmement paranoïaque, même s'il se cache dans son bunker souterrain sans fenêtre. Maintenant, pour les Russes, c'est une autre histoire. Pour eux, ce qui aggrave la situation, c'est que ce n'est pas un incident isolé. Il y a une semaine, l'Ukraine avait frappé une autre grande centrale électrique près de Moscou, plongeant la zone dans le noir. Regardez. C'était la centrale électrique d'État de Charuta, dans la région de Moscou. C'est en fait l'une des plus grandes centrales électriques de la région. Mais même dans ce cas, Poutine n'a pas pu la défendre. Encore une fois, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir détruit 2 drones dans la région. Mais il semble que ce soit encore ces bons vieux débris de drones qui étaient tout simplement trop dangereux pour les infrastructures russes. Regardez simplement les conséquences de cela. Cela a été un choc pour le Kremlin et pour les Russes de la région. Après la destruction de la centrale électrique par l'Ukraine, plus de 30 000 personnes de la région ont été privées de chauffage. C'était vers le moment où les températures touchèrent le point de congélation. C'est pourquoi le gouverneur a déclaré qu'il déployait des systèmes de secours et des unités de chauffage mobiles. Mais d'après les habitants sur Telegram russe, tout cela était faux. Il n'y avait pas de chauffage après la frappe. C'est précisément pour cette raison que de nombreux Russes commencent maintenant à se poser des questions sur ce qui se passe. Ils se demandent si c'est la nouvelle réalité dans laquelle ils doivent vivre. Cette centrale est l'une des plus anciennes de Russie. Elle a été fondée sous Vladimir Lénine. Cela signifie qu'elle a survécu aux nazis, mais qu'elle n'a pas survécu à l'invasion de l'Ido Vladimir. C'était l'un des dégâts les plus graves depuis le début de cette guerre. Merde. Maintenant, les enfants vont avoir peur. Oui, encore foutu.
Le fait que ce soit un tel succès, et que les frappes à l'intérieur de la Russie deviennent si courantes. Les Russes commencent en fait à comprendre comment cette guerre se passe pour Poutine. Regardez ce message qui a été posté par un citoyen russe sur une chaîne Telegram russe. Posté hier, le 1er décembre, 4 puissantes explosions ont eu lieu à l'ouest de Rostov. L'une d'elles a fait trembler les fenêtres jusque dans le centre-ville. On dirait qu'il est temps de s'habituer aux frappes nocturnes. Maintenant. C'était clairement un message révélateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, voici la frappe dont ce type parle. Et laissez-moi vous le confirmer avant même que vous ne le voyiez. C'était puissant. Regardez. Qu'avons-nous ici de la caméra? En principe. Je ne filme pas, merde. Cette frappe a été efficace, comme vous venez de le voir. Le rapport indique que la situation s'est aggravée dans le sud de la Russie lors de cette campagne de frappe. Un drone ukrainien a neutralisé une centrale de chauffage à Gakov, région de Rostov, privant plus de 100 foyers d'électricité. Au même moment, un incendie s'est déclaré dans une installation industrielle à Novoch. En bref, frérot, regarde. Putain, c'est génial. Maintenant, cela montre simplement que cette guerre arrive chez les Russes, et qu'elle ne se limite pas seulement aux Russes des régions éloignées. On sait que Poutine ne se soucie pas d'eux, Poutine ne se soucie que de Moscou. Mais maintenant, l'Ukraine frappe à l'intérieur de Moscou, et elle frappe dans les grandes villes partout. Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle, mais ce qui aggrave encore la situation, c'est Poutine lui-même. Vous voyez, l'armée russe se tourne maintenant vers ces villes d'élite, pour enrôler de force les jeunes qui s'y trouvent. Cela inclut Moscou. Maintenant, c'est quelque chose dont nous avons averti depuis le début de la guerre. Chaque fois que Poutine est obligé de recruter des gens des villes d'élite, nous savons que la situation devient vraiment grave. Maintenant, ce n'est pas moi qui dis ça juste pour, vous savez, vous donner de faux espoirs. C'est ce que disent des avocats russes. Les avocats qui sont en Russie et qui se battent pour défendre les droits des conscrits. Et ils s'expriment maintenant, publiquement, contre cette pratique. Regardez. Donc, en pratique, ils enrôlent de force les conscrits dans l'armée à Moscou. Mais pour une raison quelconque, ils ne veulent pas en faire une loi, donc il n'y a aucune raison à cela. Bien sûr, ce serait mauvais s'ils l'inscrivaient dans la loi. Cela veut dire qu'ils ne peuvent même pas réagir à temps à leurs propres mesures répressives. Ils pensent qu'adopter cette loi à la Douma contrôlée par l'État ne posera aucun problème. Le principal groupe à risque, et je veux vraiment le souligner, ce sont les conscrits de Moscou. De Moscou, parce que dans les régions, la conscription forcée n'a généralement pas lieu. Il se passe quelque chose de louche à Makhatchkala, mais dans le reste de la Russie, la conscription forcée dans l'armée n'a pas lieu. En Russie, il n'y a pas une telle chose. À Moscou, il y a 2 catégories de conscrits. La première comprend les conscrits qui se sont rendus au bureau central de recrutement et sont repartis avec une convocation pour le déploiement dans l'armée. S'ils ne se présentent pas au bureau de recrutement à la date indiquée sur leur convocation, quelle qu'en soit la raison, un recours, une maladie. Peu importe, non? S'ils ne viennent pas, tant pis. Leurs données sont aussitôt transmises à la police, aux autorités locales et intégrées au système de reconnaissance faciale Sphère. Ces conscrits sont arrêtés dans le métro de Moscou et envoyés au site de rassemblement à Ougrishskaya. Parfois, les autorités peuvent se rendre au domicile de ces conscrits ou les retrouver ailleurs. Mais l'accent principal est clairement mis sur leur surveillance dans le métro et sur le réseau central de Moscou. Donc, une personne passe par le tourniquet, la caméra la reconnaît et elle se trouve déjà dans un espace confiné. Il y a des policiers partout. Station, c'est Pratique pour les attraper. là-bas, ce qui... C'est exactement pour ça qu'ils le font. Et dans la deuxième catégorie, il y a... La deuxième catégorie regroupe ceux qui ignorent d'autres convocations. Lors de la première convocation, la personne est appelée au bureau principal de recrutement, 1 ou 2 fois. Ils figurent aussi sur la liste transmise aux organes territoriaux du gouvernement de Moscou. Ils envoient les données au commissariat de police local. Là-bas, ils transmettent les informations aux agents de police du district qui commencent alors à les rechercher avec tous les moyens dont ils disposent. Ils viennent chez eux, vérifient les caméras et essaient de détenir le conscrit pour l'envoyer de force au soi-disant centre de recrutement unifié, comme l'a surnommé l'un de nos collègues. C'est essentiellement une petite annexe à côté du bureau de recrutement où ils amènent les gens en voiture. Une fois à l'intérieur, porte fermée et fenêtres grillagées.
À l'intérieur, un ou plusieurs médecins examinent rapidement le conscrit pour vérifier s'il a bras et jambes. S'il en a, alors à l'armée. La question est, pourquoi Poutine agit-il ainsi? Et pourquoi maintenant? La réponse est économique. L'argent, c'est la clé pour gagner une guerre. Alors que les sanctions ukrainiennes et occidentales exercent de plus en plus de pression sur l'économie russe, Poutine commence à manquer d'argent. Et nous voyons des signes de cela partout en Russie. En septembre 2022, Poutine a testé la mobilisation partielle et en a tiré une leçon. Les Russes ne sont pas fans des mobilisations. Alors, sa solution a été de distribuer de plus en plus d'argent aux volontaires qui souhaitent rejoindre l'armée, juste pour un salaire. Ces primes atteignent des montants incroyables. Dans certaines régions, il suffisait de signer avec l'armée pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais malheureusement, maintenant que l'économie russe commence à souffrir, on voit ces primes disparaître du jour au lendemain. Mais vous voyez, ce n'est pas parce que Poutine manque d'argent qu'il n'a plus besoin de chair à canon pour le front. Et c'est exactement pour cette raison qu'il enrôle de force des gens dans l'armée pour les envoyer au front. Le seul problème avec cette pratique, c'est que les personnes envoyées de force au front ne font que créer plus de problèmes, pour l'armée russe et pour Vladimir Poutine lui-même. Regardez ce message que certains soldats russes envoient au public en Russie. Nous sommes des militaires. Nous sommes militaires de l'unité 72 164 22e régiment, 72e division 44e corps d'armée du district militaire de Leningrad. Nous nous adressons au commandant en chef suprême, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Nous sommes au total 28. En mai, juin et juillet, nous avons été trompés pour signer des contrats avec le ministère de la Défense sous couvert de la société militaire privée Yastram. On nous a fait de nombreuses promesses et nous sommes tombés dans le piège en acceptant. Voilà le problème résumé. En février de cette année, voyant l'anarchie et la trahison dans notre unité de la part du commandement, nous nous sommes tournés vers le comité d'enquête où une affaire pénale a été ouverte. On nous a immédiatement dit qu'après la fin de l'enquête, nous serions envoyés dans d'autres unités pour poursuivre notre service. Pour la suite du service à venir, Nous avons témoigné contre Marouchtchenko, propriétaire de la société militaire privée Yastreb, ayant reçu équipements et armes via le général-major Dembitsky, commandant du corps. Nous avons témoigné au sujet du racket sur nos salaires. Beaucoup de ceux qui ont résisté ont simplement été tués. Nous sommes encore en vie, mais seulement parce que nous sommes encore à Moscou. Parce que nous sommes encore en vie. Le 27 novembre, tout le monde sera rassemblé et envoyé à l'unité. Nous y resterons peut-être une semaine ou un peu plus. Mais l'issue est déjà évidente. Nous serons tués nous aussi. De nombreux témoins ont déjà été tués. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Il n'en reste qu'une vingtaine en vie. Plus aucun responsable de la principale direction des enquêtes militaires ne fait quoi que ce soit. C'est comme ça que nous le voyons. ils sont en train de baiser. Tout mène à l'effondrement de l'affaire criminelle. Lors de notre dernier contact, ils ont affirmé que personne ne nous transférerait. On comprend qu'il ne faut pas amener un couteau à une fusillade. Nous demandons notre transfert vers d'autres unités comme prévu et espérons une solution. Merci d'avance si vous résolvez notre problème. Merci beaucoup si vous résolvez nos problèmes. Comme ce type vient de le dire dans ce clip, il semble que la mort soit certaine pour les soldats russes. Peu importe où ils vont. Sur les lignes de front. Nous analysons cela depuis un moment, simplement en regardant les vidéos des lignes de front. Des deux côtés d'ailleurs, du côté ukrainien comme du côté russe. Voici une vidéo toute récente que nous avons analysée il y a environ une semaine. Regardez. Oui, donc il y a un char qui avance, probablement un T-72, et ceci. On dirait qu'il a trouvé la mine anti-char. J'ai remarqué en le voyant passer qu'il avait une charrue de déminage à l'avant. Aucun bruit de drone, je suis donc presque certain. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a une charrue de déminage. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que si tu touches une mine antipersonnelle, tu vas probablement t'en sortir dans ce char. Là, on dirait qu'ils l'ont eu. Je ne vois pas leur tourelle s'envoler, mais ça a fait mal. Ça c'est... Oh, pas les ânes, les moutons, c'est nouveau. On a vu des chameaux, des ânes et des moutons. Ils ne vont pas aimer ça, mais c'est pour ça qu'ils l'ont.
Regarde, ce type va servir de dîner. Oh, vas-y doucement. Allez. Regarde, ce n'est pas comme ça qu'on approvisionne une armée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'approvisionnement, c'est... Avant, l'âne portait des provisions. Maintenant, il ne porte rien. Oui, il a quelque chose accroché sous le ventre. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu sais, c'est essentiellement... Un dîner mobile? Le truc fou, c'est que je pense à quel point tout le monde est jeune. Ouais, ça c'est intéressant. Ils sont jeunes, mais il y a l'âge moyen des combattants des deux camps dans cette guerre est de 40 ans. Et ça, tu sais, j'étais en bien meilleure forme quand j'avais 42 ans, mais tu sais, ça commence à faire un peu vieux. Je veux dire, tu penses à un jeune de 18 ans, de 20 ans. Écoute, tu guéris plus vite, c'est l'une des choses. En regardant ces extraits, je réalise à quel point l'armée ukrainienne est forte. Nous devons nous rappeler que la Russie, comparée à l'Ukraine, a une armée bien plus grande et possède probablement beaucoup plus de drones que Scholz. De pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, mais les Russes n'ont pas de mission forte. Seuls les Ukrainiens ont cela dans cette guerre. On peut le voir sur le champ de bataille chaque jour. Ce qui devait être l'opération militaire spéciale de 3 jours de Poutine dure maintenant depuis plus de 3 ans et demi. L'Ukraine n'a jamais semblé faible. Au contraire, ils progressent sans cesse et détruisent encore des infrastructures russes clés. C'est pourquoi, pour parler davantage de tout cela et pour approfondir la façon dont l'Ukraine est réellement en train de gagner sur les lignes de front, je réalise chaque semaine des analyses du champ de bataille avec d'anciens vétérans, dont l'ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr. Nous avons publié 6 épisodes et en sortons de nouveaux chaque semaine. Malheureusement, nous ne pouvons pas publier ces épisodes ici sur YouTube, car YouTube a tendance à restreindre ou parfois même à supprimer ces vidéos. Pour une raison quelconque, selon YouTube, ces contenus ne sont pas adaptés aux annonceurs. Eh bien, c'est pour cela que nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Et en plus de ça, nous ne diffusons aucune publicité, donc nous n'avons pas à écouter ce que les annonceurs aiment ou n'aiment pas. Nous faisons fonctionner cette plateforme grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut regarder tous ces épisodes, vous pouvez rejoindre la plateforme dès maintenant, en allant sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En plus de ces épisodes, vous aurez également accès à une bibliothèque d'autres podcasts que nous avons réalisés avec d'autres experts, et tout cela sans aucune publicité. Nous ajouterons également de nouveaux contenus chaque semaine, et en rejoignant, vous soutiendrez notre travail ainsi que notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo.